Bonjour et bienvenue à votre émission Qu'en pensez-vous? Où on va discuter d'actualité comme à toutes les semaines. On fait une revue d'actualité régionale, nationale et on va même jusqu'à l'international si on a le temps. Avec moi, pour la dernière fois de la saison, l'extraordinaire Raphaël Badoé. Bonjour Raphaël. Bonjour Pierre. Ça va bien? Très très bien. Très bien? Malgré l'hiver qui ne veut pas partir. Arrête, on n'a pas eu d'hiver. Bon, C'est pas on vrai. est en janvier. Hey, écoute, je capote aussi. J'ai vraiment hâte qu'on passe à d'autres choses. C'est vraiment un sujet de discussion. Tu sais, on est comme plus capable. Moi, j'adore l'hiver, en fait. J'aime faire des sports d'hiver, j'aime être dehors. Et là, c'est lourd. Mais c'est notre saison, puis on observe. Ouais. Oui. Fait que je te lance dans l'actualité pour la semaine du 23 mars 2015. Es-tu prêt? Prêt. OK. Donc, on a appris ce matin, sursis pour la machine numéro 9 de PFR, on apprenait il n'y a pas si longtemps qu'on fermait la machine. Donc, 85 emplois qui étaient délocalisés au Tennessee. Mais là, dans un autre État, il y a une autre usine qui ferme, qui faisait le même type de papier. Fait que là, PFR prend pas de chance et décide de garder la machine ouverte. Est-ce qu'on tient un peu les employés? Je ne sais pas trop comment analyser ça. On donne sursis en disant c'est juste quelques semaines. Bon, mais c'est le fun, mais en même temps, ça ne règle pas de problème. Est-ce qu'on peut rêver que les contrats de l'autre entreprise qui a fermé sa machine à papier reviennent à PFR et puis qu'on garde cette machine-là ouverte? Ben, il n'y a personne qui sait. Tout ce qu'on a, moi, c'est Carl Byrne, le directeur de communication, qui l'avait annoncé hier soir à la radio, que moi j'ai entendu. J'ai dit, enfin, les travailleurs seront contents. Ouais. Écoute, tout le monde avait peur. Puis en ce moment-ci, avec le dossier résolu, Greenpeace, etc. Greenpeace et tout, on sait que PFR fait une bonne opération de communication. Hein. Puis ça vient s'ajouter disons, à cette machine de communication qui est vraiment en marche depuis une semaine, essaie de s'améliorer un petit peu. Mais les travailleurs, toujours, ça reste une question préoccupante. Pour combien de temps? Ben oui, c'est ça. Je veux dire, On n'a aucune idée pour combien de temps. Puis même hier, moi, j'avais entendu que le journaliste qui avait sorti l'information dans les médias comme quoi on voulait fermer l'usine d'Allemand pour tout délocaliser. Et ils ont fait un démenti comme quoi ce n'est pas la même qualité de papier. OK. J'ai dit, et puis lui, c'est comme s'il accusait un peu sous la bande que, écoutez, le journaliste qui a fait le travail n'a pas téléphoné au siège pour valider c'est quoi la qualité de papier qui se faisait aux États-Unis. Okay. Puis pourquoi ici, fermer l'usine ici. Et là, avec les deux nouvelles, c'est comme si, OK, on change toute la donne. Ouais. Mais c'est toujours une bonne nouvelle. C'est l'épée de Damoclès qui est au-dessus en disant OK, yes, je retravaille pour combien de semaines? On ne sait pas. Mais l'avenir, tout ça pose des questions au niveau du papier. Hein. L'avenir du... Mais je pense que le gouvernement a à mettre ses pieds à terre aussi pour régler les deux principaux, là, le dossier du caribou forestier puis le dossier du partage des territoires avec les Inuits. Parce que c'est là où ça traîne, en fait, qu'on ne peut pas régler rien. Il faut trouver une solution. Même si Résolu veut récupérer sa certification, elle ne peut pas le faire tant que ça, c'est pas réglé. C'est les travailleurs qui sont pris en otage. Hein? C'est toujours les travailleurs qui sont pris en otage, puis c'est un devoir ça revient au gouvernement de faire vite. Ouais. Puis nous, on vit dans une région éloignée, puis on dépend beaucoup de la forêt. Puis ils ont tous intérêt à nous écouter. Oui, parce que la région, hein? Sauvons les régions. Mais c'est quand même une bonne nouvelle, en attendant. Oui. Je t'amène au cégep d'Alma pour parler du climat de travail. Je reviens rapidement. Durant une rencontre, des enseignants ont mis en doute la qualité de la gestion des gestionnaires. Et là, les gestionnaires ont suspendu les enseignants. Bon, je ne veux pas rentrer dans le débat qui a raison, qui a tort. OK. Non, parce que, écoute, je n'ai pas assez d'informations, puis je trouverais que ça serait un peu prétentieux. Moi, c'est plus dans le débat, est-ce qu'on est rendu en société où on n'a plus le droit de dire à un supérieur, je pense que ça se peut dans la vie, peu importe ton statut, que tu as tort. Tu sais, dans l'armée, tu n'as pas le droit de le dire pour des raisons que je suis capable de comprendre, mais ça devient absurde. C'est pas parce que tu es en position d'autorité que tu as toujours raison, puis tu as toujours la bonne solution. Est-ce que en société, on peut dire à notre patron qu'il se trompe? Non, mais je veux dire, sinon, les patrons, c'est comme des dictateurs d'entreprise. Pas peur du Au Québec, ça se fait. Oui, oui. Au Québec, on le dit parce qu'on a une société au niveau de la hiérarchie, on est beaucoup plus horizontal. Hein? Ouais. Dans d'autres sociétés où c'est assez vertical, où c'est le patron qui a toujours raison. Au Québec, c'est assez vertical, où les gens sont capables de dire à leur patron, oui, cette fois-ci, je pense que tu es un peu dans le champ. Mais parfois, c'est la façon de le dire qui fait que le patron peut l'accepter ou pas.
Ouais. Est-ce que la façon dont ça a été dit, ça a été bien dit? Ben, écoute, mais au Québec, de façon générale, c'est une gestion assez horizontale. Puis on est capable de dire à nos boss, quand ça ne va pas, on est capable de dire un mot de glisser pour que lui voit que, ah, effectivement, cette fois-ci, il est un peu dans le chemin. Tu as raison que la manière de le dire est importante. C'est Des fois aussi, tu as l'ego ou l'orgueil des gens qui n'aiment pas se faire critiquer. Ben, des fois aussi, c'est deux affaires. Là. C'est l'orgueil. Il y en a qui ne l'acceptent pas du tout. Même la façon dont on l'apporte, pour eux, c'est comme une opposition. Puis, dans le cas d'Alma, ça se peut. Ce qui est triste, c'est que ça laisse des traces après ça dans le milieu de travail. Là. Ben, déjà qu'au niveau de la gestion du cégep, on sait qu'ils ont des problèmes financiers au niveau du budget. Donc, on a eu des fuites. Donc, tout ça mis ensemble, peut-être que certains se sont sentis comme un peu fragilisés, puis un peu sur la défensive. Ils sont montés aux barricades. Ils sont montés aux barricades. Tout ça mis ensemble, c'est l'ambiance tout autour. Hein. Il y a le budget, la gestion, relations. Les coupures budgétaires en ce moment, tout mis ensemble, fait que tout le monde est assis sur comme un volcan potentiel. Mais c'est vrai, parce que, écoute, dans l'éducation, c'est 6 coupures dans les 5 dernières années, puis on annonce une autre cette semaine pour le budget de jeudi. Écoute, à un moment donné, écoute, c'est ça. Moi, j'irais même plus loin en disant que c'est le climat, c'est la conséquence du climat sociopolitique en ce moment. Ouais. Tout le monde est un peu à fleur de peau. Puis là, la moindre décision, la moindre incatade, écoute, ça peut exploser. Les deux peut-être ont raison, mais le climat fait en ce moment que tout le monde est un peu tanné de tout, de l'autoritarisme, puis l'autre de l'opposition. Puis là, on ne sait plus. Peut-être que ça va retomber après l'hiver. Peut-être ça va retomber. Peut-être que c'est l'hiver. Ça peut-être c'est l'hiver. En tout cas, je t'avertis, Raphaël, si tu me contredis durant l'émission, je te sors. OK, c'est bon. C'est pas vrai. J'ai bien compris. Tu as vu passer ça hier? Ils ont fait un sondage pour la mairie de Saguenay. Puis la question était hypothétique. S'il y avait des élections aujourd'hui, pour qui voteriez-vous? Jean Tremblay ou Sylvain Gaudreault? Et Sylvain Gaudreault gagnait par une marge relativement intéressante. Bon, c'est hypothétique. Sylvain Gaudreault s'est dit touché, flatté, mais qu'il n'était pas dans ses projets, en fait, de se lancer en politique municipale. De l'autre côté, Jean Tremblay, pour la première fois de ma vie, je l'ai vu ébranlé. Je l'ai vu, d'habitude, tu sais, Jean Tremblay, il y a un genre d'égo où il n'y a jamais tort, tout le temps la faute des autres. Et là, je pense qu'il s'est remis en question. Donc, ça peut peut-être avoir du bon. Est-ce que le style de gestion de Jean Tremblay, on veut encore ça ou ça date d'un autre siècle? Écoute, Pierre, je vais te surprendre parce que la semaine passée, j'avais dit à ma blonde que Sylvain, qui faisait une sortie dans les journaux par rapport à Greenpeace, j'avais dit, mais lui, là, pourquoi il ne se présente pas aux élections? Parce que dans la région, je dis, c'est la seule personnalité, le seul qui a la carrure capable de rassembler les jeunes, redynamiser l'électorat pour aller voter. J'ai dit, pourquoi lui ne se positionne pas? Parce qu'on sait qu'on a des politiciens de talent, des gens talentueux dans la région, au Saguenay, de bons politiciens. On voit qu'Alexandre Cloutier, d'ailleurs, je trouve qu'il se démarque dans la course du PQ. Écoute, moi, je l'avais vu en disant, lui, le jour, va décider de lâcher la politique provinciale pour aller à la politique municipale. C'est celui qui va faire mal à Jean Tremblay. Puis une semaine après, le sondage sort. C'est parce que ça nous prend quelqu'un capable de mobiliser. Et non quelqu'un où les gens diront « Oh, on est tanné, hein, j'aime pas le goût d'aller voter. » Les gens n'ont pas le goût d'aller voter. Est-ce que ça se pourrait, en faisant cette analyse-là, que dans les 2 dernières élections, Jean Tremblay a gagné facilement par faute de candidats de qualité? Pas faute de candidats de qualité, parce qu'il a un électorat fidèle à lui. Toujours. On sait que les gens d'un certain âge votent toujours pour Jean Tremblay, parce qu'il y a un franc-parler qui les rejoint. Le langage populaire qu'il adopte, certains se retrouvent dedans. Ça, c'est sûr. Mais au niveau des jeunes, 30 ans et moins, est-ce qu'ils se sentent interpellés par la politique municipale? Non. Peut-être que si on a un candidat capable de parler aux jeunes, ça peut mobiliser les jeunes à aller voter. Puis la plupart des cas, quand il y a une révolution, c'est parce que les jeunes ont contribué. Et la preuve, le PQ a gagné
Parce qu'il y a eu la crise des étudiants. Printemps érable en 2012. Ben, puis les jeunes ont beaucoup voté. Oui. Donc ça joue toujours en faveur. Quand il y a un mouvement, quand il y a une révolution, il faut que la jeunesse embarque, il faut que les jeunes embarquent. Donc ça prend un candidat capable de s'adresser à l'électorat jeunesse. Parce qu'on en parle souvent, là, il y a un grand cynisme envers la politique, puis il est encore plus grand chez les jeunes parce qu'on ne leur parle pas. Je regardais la dernière campagne électorale, on ne parlait pas d'éducation, on ne parlait pas d'environnement, on parlait juste d'économie, puis d'économie. Il faut qu'ils s'identifient en quelqu'un. Ben oui, c'est sûr. Puis donc, ce n'est pas la qualité des candidats qu'on avait avant, mais c'est le personnage. Là, on dit, ah, Sylvain, ah, ben oui, Sylvain. Tout le monde va l'appeler toujours Sylvain. On va aller voter pour Sylvain. Puis ça peut... Puis Jean Tremblay l'a senti. Hein? Ouais. Écoute, on pense qu'il ne réfléchit pas à ses affaires. Il réfléchit très bien. Puis il est très brillant. Il est très brillant. Il sait qui peut lui faire mal. Puis lui, tout de suite, il a reconnu. Il dit, avec le salaire que je gagne, la population me donne un salaire. Ça dit qu'ils ont besoin que je travaille encore plus. Tout de suite, il s'est mis en mode défense, puis go, en mode attaque. Ouais. Donc, lui, il a eu le message, puis c'est que c'est un candidat potentiel, sérieux, si Sylvain Godot se décide d'y aller. Ouais. Bon, on le souhaite. Il reste encore quelques années. Oh, oui, on sait très bien que un mois en politique, c'est une éternité. Une éternité. Bon, Martin Cauchon, ancien député fédéral, ministre fédéral libéral, fait l'acquisition des journaux de la presse régionale, donc de 6, dont le quotidien Progrès Dimanche ici. Oui. Bon, pourquoi Jessica, qui est propriétaire de la presse, délaisse ces journaux-là? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour quelqu'un qui se lance dans les médias d'acheter ces journaux-là? Parce qu'on sent là, le journal papier, là, il est en train de muter vers d'autres choses. Oui. Quel est l'intérêt? Puis, je ne sais pas. Est-ce que tu penses que Martin Cauchon va amener les... Bien, parce que c'est un enfant aussi du libéralisme, des marais, etc. Là, dans le sens où il y a je sais que tu allais plugger. Oui. Mais est-ce qu'on a un danger au niveau de la ligne éditoriale? Je ne sais pas. Plein de questions. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, moi, c'est l'avenir des régions. Oui. En région, on aime le journal papier. Mais ce n'est pas tout le monde qui croit à ces outils que nous avons en région qui nous permettent d'être visibles, la publicité. Donc, c'est une autre façon de dire, oui, le numérique est en train de prendre le marché. Oui, sauf que dans le numérique, par exemple, là, je ne sais pas, le garage du coin ici ne peut pas se payer une pub. Bon, OK. Alors, c'est un signal qu'il redonne aux régions. Puis c'est quasiment 200 employés qui étaient comme un peu sur les nerfs. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on trouve quelqu'un, un sauveur, entre guillemets. Même si les gens disent que c'est des journaux qui traînaient, on ne sait pas ce qui va se passer, c'est déboulé. Bon, écoute, pour nous, c'est une bonne nouvelle. OK. Pour la survie du journal papier. Oh oui. Mais, je dis, en région, bien sûr, mais si c'est dans les grandes villes, ce n'est pas la même chose. Mais en région, c'est une bonne nouvelle. Je ne veux pas aller trop dans les détails au niveau du personnage, de ses allégeances politiques, parce que c'est que PKP également a fait un tweet par rapport à l'achat du journal par Martin Cauchon, parce que certains n'y croient pas. Il dit, il a trouvé les sous, les financements, il a trouvé l'argent où pour pouvoir acheter ces journaux. Moi, je veux pas aller trop parce que il y a aussi la question de la concurrence entre les journaux également là-dedans. C'est pour ça que je ne veux pas trop m'immiscer, mais je vois juste quelqu'un qui croit aux régions, qui croit toujours à l'avenir du journal papier et qui va proposer quelque chose. Oui, moi c'est positif pour la région. C'est positif. Donc, je m'en tiens juste à ça pour le moment. Peut-être dans un an, quand ça va commencer par couler, parce qu'il faut qu'il y ait quand même un plan de développement par rapport à ça. Il faut qu'il y ait un plan, parce qu'ils sont en mode survie. Hein? Comment il va faire les 200 employés, est-ce que la publicité, mais à nous également qui travaillons en région, d'appuyer, de faire la publicité dans ces journaux pour supporter ces travailleurs qui sont près de chez nous. Faut avoir le en plus, le Progrès Dimanche, c'est un peu je peux dire parce que dans la majorité des grands tabloïds dans le monde, ils ont tous abandonné leur version de dimanche. Oui. Puis ici, c'est elle qui est le plus vendue, c'est celle du dimanche. Donc, il y a une espèce d'incompréhension. C'est une particularité régionale. Donc,
Alors, les marchands, les commerçants, les hommes d'affaires, c'est à nous de leur dire, écoutez, ne lâchons pas notre journal, et payer des pages de publicité. Et puis, Continuer de l'acheter et de le lire. Ben, écoute, ça nous permet de garantir ces emplois-là dans nos régions parce que, ouf, avec les coupures, les conséquences, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Alors, si on peut préserver ces emplois-là, pourquoi pas? Ouais. C'est bon, c'est bon, c'est bon. As-tu vu l'étude sur le réseau ferroviaire régional qui avait été commandée, je pense, c'est par la CRE? As-tu vu passer ça? Où on dit, ben, en tout cas, ça me fait rire parce que là, on dit il faut remettre notre réseau à jour, qui est presque plus utilisé. Et on dit parce qu'il pourrait y avoir engorgement si et si et si, dans quelques années, ça se pourrait que le réseau soit rempli, qu'il y ait un engorgement sur le réseau, quand aujourd'hui, il n'est presque pas utilisé. Est-ce que le développement minier du Nord, etc., va nécessiter ça? Moi, je crois beaucoup au ferroutage. Je trouve en plus que ça amène une moins grande empreinte écologique. Là, mais il faut moi, j'avais suivi dans un cours de M. Urbain Pro, Marc-Urbain Pro, qui parlait du réseau ferroviaire du lac Saint-Jean, qui disait qu'il faut mettre ça en valeur parce que ça peut vraiment nous servir pour desservir les mines qui sont dans le Grand Nord. Il appartient aux politiciens puis aux compagnies de s'entendre pour mettre en valeur parce que ça ne sert à rien de reconstruire notre réseau ailleurs si nous, on a déjà des infrastructures qui sont sous-utilisées. Oui, mais en plus, les infrastructures ici appartiennent, il y a une partie qui appartient à Rio Tinto. Là. Ça appartient à Rio. Donc, c'est à nous de voir, d'évaluer le potentiel de ces réseaux-là que nous avons, qui n'est pas utilisé, puis de dire, est-ce qu'on le met, si on le met au service du Grand Nord, parce qu'on n'a pas le choix, il faut sortir les mines du Grand Nord, ça peut partir par ici, au lieu de rebâtir quelque chose au niveau de Saguenay, puis de laisser le réseau que nous avons ici. Donc, écoute, non. Moi, je dis, il faut mettre le réseau que nous avons déjà en valeur. Évaluer le potentiel. Je suis sûr que ce n'est même pas évalué. Avant, ce n'était même pas évalué. Qu'est-ce que nous avons comme réseau ferroviaire? On n'analysait même pas cette possibilité. On n'analysait même pas cette possibilité. Maintenant, avec l'étude, ça va permettre aux gens de voir, OK, de faire un bilan de ce qu'ils ont comme réseau, comme infrastructure, puis de voir comment on peut profiter. Le nouveau plan Nord, comment ça va se passer? Je te vois sourire. Je te vois sourire parce que, en tout cas, je ne veux pas embarquer là-dedans, c'est autre chose. Là. Ben alors, j'analyse ça depuis des années. J'ai ma perception de pas mal de choses. Avec le nouveau plan Nord, on a un réseau ferroviaire. On ne sait même pas l'état de ce réseau, le bilan. Combien nous avons de chemins de fer dans la région? Donc, il faut au moins évaluer tout ça, puis dire, bon, regarde, c'est ce que nous avons, s'entendre avec les compagnies qui l'utilisent, puis voir de quelle façon ça peut également nous servir dans la région. Et en plus, écologiquement, c'est moins... ça fait moins. Oh, oui. C'est intéressant, c'est intéressant. Mais Non, mais c'est parce que, tu sais, rapidement, le plan Nord, je trouve ça important d'exploiter nos ressources naturelles, de créer de l'emploi, etc. Mais dans le plan qui est là, je veux dire, on nous dit que ça va rapporter tant de milliards, mais c'est pas vrai parce que même à l'époque de Duplessis, on demandait aux compagnies de construire les chemins. Là, c'est nous autres qui construire les chemins. Puis une fois qu'il va se créer des villages là-bas, là, ça va prendre des écoles, ça va prendre des hôpitaux, ça va prendre une structure sociale. Puis ça, c'est nous autres qui va payer ça. Fait qu'au bout du compte, après ça, on demande 1,3 % en redevance sur ce qui sort des mines. Puis on nous dit, tu sais, je veux dire, je sais pas. OK. J'ai un problème, moi, avec ce calcul-là. Je le trouve un peu absurde. Bon. Mais ça, c'est dit. Maintenant, je n'étais pas dans mes plans de parler du plan Nord, mais là, tu as ouvert la porte. Il faut parler du plan Nord. Oui. Il y a un nouveau port de Lebourg-Mistassini. Là, c'est réglé. On en parle depuis des années. Là, on disait il y a des rumeurs, etc. Là, c'est réglé. On a le budget. On va avoir un nouveau port. Bien, bonne nouvelle également pour la ville de Lebourg-Mistassini. Ça fait longtemps qu'on en parle. La dernière fois qu'il y a eu un peu de creux, là, ils ont encore checké le pont pour voir si ça pouvait tenir ou pas. C'est une bonne nouvelle pour la ville. On en parle depuis longtemps. Puis, ça s'inscrit dans la nouvelle dynamique de notre municipalité, ou bien notre ville, pardon. Alors, on dit bravo, enfin, mais... Il faut se préparer aussi au calvaire de la construction, parce que moi, je me rappelle à Saint-Félicien, à l'époque, je travaillais au cégep à Saint-Félicien. Traverser le pont? Traverser le pont, c'était le bordel. Mais sauf qu'aujourd'hui, on est bien content d'avoir... mais je sais que ça va être un calvaire pour les gens, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de va-et-vient de Lebourg-Mistassini. Donc, c'est comme, bonne nouvelle, mais préparons-nous pendant les 2 prochaines années
à subir le coût que ça Fais-toi un lunch pour Oui. pas revenir dîner à la maison. OK. Je vais y penser. En plus, je viens dîner à la maison tous les midis, en Ouais. plus. Hein. Maintenant, je ne pourrais plus. Ben Parce non. que traverser le pont 2 fois dans la même journée, Non, 3 non. fois, bon, Même dans tes horaires, probablement que tu vas te dire, je vais finir de travailler plus tôt, plus tard, commencer à travailler plus tôt, plus tard pour éviter le gros trafic. Là. bon. Parce qu'en tout cas. Salon de la femme, as-tu vu ça? C'est la deuxième édition du Salon de la femme du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis bien touché, moi, par la cause. T'as pas vu ça? Je suis bien touché par la cause de la femme. Je trouve que je vois de plus en plus de jeunes filles qui se disent pas féministes. Ça me fait poser des questions parce que dans ma tête, tout le monde devrait être féministe. Là. Moi, je suis féministe. Être féministe, c'est être pour l'égalité entre hommes et les femmes. Là. Puis je trouve que ces jeunes filles-là, s'ils peuvent se permettre de ne pas être féministes parce qu'il y a des femmes qui l'ont été, puis oui, les femmes ici vivent mieux qu'en Arabie Saoudite, là, mais mon Dieu, il y a encore du chemin à faire. Je crois. Et j'aime ça, moi, que les femmes se prennent en main et se proposent des produits. Puis c'est pas juste. Le salon de la femme, je me suis un peu informé, là, c'est pas juste un truc où on se vend du maquillage puis des sacoches. Là. Non, 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 il y avait plein de choses pour les femmes, autant engagées, autant les femmes plus coquettes. Je trouvais qu'on faisait le tour. Je trouve que c'est une belle initiative. Je sais pas. Moi, je l'ai lu quand j'ai vu le titre. J'ai jeté un coup d'œil, puis j'ai vu qu'à Montréal, à Gatineau, parce qu'un peu partout, il y a des salons qui disent, bon, bravo, on va voir les retombées. C'est la deuxième édition. Hein? Oui, deuxième édition ici. Ben, écoute, j'irai voir. Je ferai un tour avec ma blonde, avec les enfants, puis on va voir ce que ça donne. Oui. Mais une bonne initiative, c'est toujours une bonne chose pour donner confiance aux femmes. Parce que oui, il y en a qui se battent très fort, mais il y en a encore qui traînent un peu. Hein. Donc, il faut donner la chance à tout le monde de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se vendre, les produits, le commerce, les encourager pour le travail qui a été fait. Il faut avoir vécu dans l'autre partie du monde pour comprendre, pour faire la comparaison, Oui, puis c'est de voir vrai. comment ici les femmes travaillent vraiment, vraiment fort, même s'il y a du chemin à faire. Et il reste au niveau de l'équité. Égalité, oui, mais il reste au niveau, L'équité. au niveau de Ouais, l'équité. Donc, c'est ça qui reste. L'égalité, oui, l'égalité. Je pense qu'on a réussi à faire de grands pas. Puis même les jeunes filles aujourd'hui ne voient même pas le chemin que les mamans ont fait pour en arriver là. Ah oui. Pour certaines filles, c'est un acquis. L'égalité, ça, c'est un acquis. C'est un peu quelque chose à démontrer. Maintenant, ça va plus vers l'équité salariale, même les initiatives. Tant mieux si elles sont capables de prendre les initiatives elles-mêmes, puis de gérer leur projet, de gérer leur foire, de gérer leur salon. C'est une preuve pour donner encore la chance à ceux qui traînent, à celles qui traînent que le pas de rentrer Donner dans- confiance puis Ben de oui, croire ben qu'on oui. peut foncer. Puis moi, j'ai bien espoir, en fait. En plus, on regarde sur les bancs d'école en ce moment, dans les universités, c'est beaucoup plus de filles que de garçons. Puis je pense que le problème va peut-être changer à ce niveau-là. Il va falloir réussir à encourager le garçon à continuer d'étudier parce que Maintenant, l'avenir est dans l'éducation, ça, c'est ben, certain. dans les écoles, je pense que c'est le contraire qui se passe. Ouais. Mais dans la vie publique, là, on a encore du travail à faire. Mais dans les écoles, présentement, c'est que, bon, il faut renverser un peu la tendance pour que le pour petit gars, encourager les gars. le petit gars n'ont pas le modèle masculin dans les Ouais. écoles pour pouvoir s'identifier. On va passer maintenant au niveau national. Bon, la période des grèves étudiantes recommence. OK. Il y a eu des votes de grève. Bon, à Montréal, c'est commencé hier. Hier, la célèbre de Saint-Félicien, le vote de grève a passé à 62 donc, je ne sais pas à partir de quand ils vont tomber en grève, etc. Bon, là, il y a des gens déjà qui vont dire « Oh, les étudiants sortent, etc. » Moi, au-delà, là, sans dire là, pourquoi je suis pour ou je suis contre, là, je trouve quelque chose de beau là-dedans. C'est la solidarité. Parce que je trouve que les gens ne se battent plus pour rien. On subit beaucoup. Puis eux sont prêts à se battre pour tout le monde. Puis à quelque part, on devrait les remercier. En même temps, on a le droit de ne pas être d'accord. Là, ou être d'accord là. Mais Parce que tu me vois venir, hein? non, mais je ne sais pas si tu comprends. Je trouve que c'est beau. Il n'y en a plus de solidarité. Écoute, moi, je trouve ça triste aujourd'hui. Et là, je trouve que ça. Je sais pas, on se pose des questions. Puis moi, ce que j'avais aimé de la dernière grève étudiante, au-delà d'être pour ou contre, c'est que ça va ramener le débat politique dans les maisons. Les gens avaient plus peur de débattre, de poser des questions. OK. Puis ça, c'est OK. sain en société. OK. Parce que j'ai l'impression qu'on accepte de plus en plus ce qu'on se fait dire, puis comment on se fait manipuler par les politiciens qui nous disent blablabla, OK. puis on prend tout pour du cash. Donc, leur implication va ramener le débat politique dans la maison, Oui. comme la dernière fois où tout le monde discutait, parlait, puis ça a divisé des familles par rapport à la Oui. grève étudiante. Bon, moi, je suis comme mal à l'aise parce que la dernière fois, le printemps érable,
c'était des motifs, ou bien l'objectif, c'était l'augmentation des frais de scolarité. Mais au départ, mais c'est devenu plus grand que ça. Oui, là. mais c'était une bonne raison pour lancer la machine, Ouais. pour interpeller tout le monde. Ça nous avait partagé, mais on savait très bien que c'est les frais de scolarité qui étaient l'élément déclencheur. Oui. Mais cette fois-ci, l'élément déclencheur, c'est les coupures budgétaires, c'est les conséquences. Puis je me suis dit, est-ce que c'est aux étudiants de lancer encore la machine? Ben, Bon, ouais. première question. Et Deuxième ben, question. moi, je vais te répondre rapidement. Oui. Est-ce que c'est aux étudiants de lancer la machine? Je pense pas nécessairement, mais les autres le feront pas. Bon, OK. Deuxième question. Quand la grève étudiante est partie, le printemps érable, qu'est-ce que ça a donné? Ça a mobilisé les jeunes. Ils ont voté, puis le Parti libéral a perdu le pouvoir. Un an et demi plus tard, ils ne sont plus allés voter. Ouais. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça a donné? Ça a fait rentrer le Parti libéral au pouvoir. Alors, c'est là où je ne suis pas d'accord. Mobilisez-vous, participez aux élections. Participation citoyenne, ouais. Ben, si vous faites les élections, on n'aura pas le Parti libéral au pouvoir. Vous avez donné une chance au parti, au PQ de rentrer. Pourquoi vous ne retournez pas donner encore la même confiance au PQ que vous avez soutenu en conseil? Écoute, sur le plan stratégique, vous avez eu l'appui du PQ. Madame Marois avait le carré rouge. Ouais. On vous a appuyé. Mais les élections, un an et demi plus tard, ils ne sont pas allés voter. Puis ils ont laissé tomber un mouvement qu'ils ont enclenché qui a amené un parti au pouvoir. Et au lieu de supporter ce parti, à faire mieux, à améliorer, ou bien à mettre en avant le plan qu'ils ont mis sur la table, ils ont tout laissé tomber. Puis aujourd'hui, Oui, c'est une bonne analyse. ben là, moi c'est là où je suis comme un peu mal à l'aise en leur disant, écoutez, si vous voulez que ça ne se passe pas comme ça, prochainement, allez voter, puis mettez ce parti dehors, puis appuyez toujours le même parti que vous trouvez qui va dans le même sens ou bien qui a la même vision que vous autres. Ouais. Parce que c'est comme si tu n'as pas voté, tu n'as pas droit à la parole. Moi c'est ça. Oui, oui. Est-ce que tu as voté? Si tu es allé aux élections, si tu as voté, là, tu peux faire la grève en disant que, écoute, j'ai participé aux élections, puis je ne suis pas satisfait, je ne suis pas content, par-ci, par-ça. Ouais. C'est là où moi, je veux les amener à réfléchir en disant, Mais c'est une bonne réflexion pour vrai. Hein? Si vous votez, après, contestez. Ceux qui n'ont pas voté n'ont pas droit à la contestation. Ben, il reste des citoyens, ils ont le droit. Tu sais, je veux dire, s'ils ont des sujets qui les touchent plus, moi, je suis pas prêt à dire que parce que tu n'as pas voté, tu n'as pas le droit de contester. Mais ils ont appuyé Mme Marois. Oui, 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 c'est ça. Mais là, ils l'ont lâché après juste un an et demi. Même le jeune député, l'ancien président Léo Bureau-Blouin ouais. a perdu ses élections. Ouais. Mais ça ne marche pas. Quelqu'un qui avait surfé sur la vague, quelqu'un qu'on a tous apprécié par rapport à ses interventions, et a perdu ses élections. Est-ce que les jeunes ne le voient plus représenter leur point de vue ou bien la tranche qu'eux ils représentent? Écoute, on l'a laissé tomber, puis maintenant on recommence la machine à... Ouais, intéressant. C'est là où il faut beaucoup de pédagogie pour qu'ils voient que prochainement, là, faut se mobiliser. Mais moi, je reviens à ta question numéro 1. Oui. Moi, je trouve qu'il est là le problème. Les étudiants, ils ont l'air des Che Guevara, mais Oui. c'est parce que le reste de la population dort au gaz. On est en train de convaincre là, la population que, bon, que on est en train de convaincre. Écoute, là, faut que je fasse attention à ce que je vais dire. Oh, oui, mais c'est correct. Ouais. Tu es bien parti, mais c'est eux qui ont fait tomber le gouvernement Charest. Oui. Ben, pourquoi ils ne l'ont plus fait? Non, je suis correct, mais moi, je te dis, au niveau de la mobilisation, les étudiants vont souvent être le porteur de... Oui. Mais regarde juste dans le monde du travail, là. Je veux dire, moi, là, des fois, je trouve ça triste. Là, on a... au niveau de la solidarité, on dirait que ça n'existe plus. Regarde les concessionnaires qui sont en lock-out, là. Au début, on klaxonne. Mais quand est-ce que on a vu les syndiqués de Rio Tinto Alcan aller sur le bar, aller piqueter avec eux autres une journée, ou les enseignants, et vice-versa, là. Au niveau de et monsieur et madame tout le monde, je veux dire, cet esprit solidaire-là, les gens ne l'ont plus, ils pensent juste à leur petite affaire, à eux autres. Puis la réalité d'aujourd'hui, c'est que les gens qui ont beaucoup d'argent sont en train de convaincre les gens qui font 100 000 par année que c'est de la faute du filet social si eux ont de la misère à arriver. Ils ont de la misère à arriver, ils sont à côté là, parce que le crédit est trop facile. C'est les banques qui font l'argent partout.
Et puis après ça, ben là, mais eux, ça leur prend quand même dans la société de consommation le Winnebago, 4 TV, puis 3 véhicules. Puis là, ben ça, c'est de la faute des gens qui ont de la misère à arriver dans la vie puis qui ont besoin des filets sociaux pour... Tu sais, je veux dire, il y a vraiment une grave problématique au niveau de la solidarité en ce moment au Québec. Bon. C'est intense. J'espère que le débat est bien parti, que dans la maison, les gens feront le même débat, puis que les jeunes également vont voir en disant, écoutez, oui, je t'envoie pour aller étudier, je paie tes études. Il y en a qui font des prêts de bourse pour pouvoir étudier, ça c'est vrai. Je ne te paie pas tes études pour aller faire la grève. Ça c'est... Mais quand il arrive un devoir de citoyen, accomplir un devoir de citoyen. Bon, OK. Puis autre chose, réveillez-vous, appuyez les jeunes, appuyez les parents. Bon. Non, c'est parce que, mais tu le vois le problème, là, oui. depuis, mettons qu'on est en période d'austérité, là, en gros guillemets, il n'y a personne qui ça bouge. fait, mettons, 50 manifestations qu'il y a devant les bureaux du premier ministre à Saint-Félicien. À chaque fois, ils sont entre 10 et 100. Mais la journée qu'on va être 100 000, là, il va se passer quelque chose. Mais les gens, écoute, on a la TV puis l'eau chaude dans la vie. Pourquoi ils se révolter? Quand tu vois ailleurs, ben quand il faut que tu te battes pour manger, là, ben là tu as le goût de te battre. T'sais. Okay. Mais là, on est tellement rendu mou. Bon, en tout cas. on attend les conséquences. Ouais. Ils ont commencé cette semaine. Oui. Bon, OK. On va voir. Moi, j'ai hâte de voir comment ça va lever ou pas. Puis je suis un peu aussi, je trouve ça un peu absurde là, qu'on essaye de régler ça, mais pas en discutant ou en essayant de trouver des solutions, mais par des actions légales. Bon, je vais t'envoyer en cours, puis là, je fais... Mais voyons, on est plus brillant que ça dans la vie, on est capable de discuter. Puis j'espère aussi que les étudiants vont pas juste manifester et être en grève, qu'ils vont apporter des solutions, parce qu'en ce moment, il y en a des solutions. Oui. Je parlais tantôt des ressources naturelles, des redevances. Tu sais, si tu veux avoir l'équilibre budgétaire, tu as deux affaires. Tu coupes dans tes dépenses ou tu augmentes tes revenus, puis il y a beaucoup de manières d'augmenter les revenus, mais le gouvernement ne veut pas y toucher parce qu'ils sont libéraux en idéologie. Ce que moi, je proposerais également aux étudiants, pendant la grève, oui. il faudrait qu'ils nous fassent des forums citoyens de part et d'autre pour discuter de ce qu'eux veulent apporter. Il y a la grève. Ils ne font pas la grève, mais au lieu de rester à la maison, oui, au lieu de faire il y en a qui vont faire des recherches, mais pour les tenir en arlette, savoir comment ça fonctionne, parce que ce n'est pas tous les étudiants qui suivent le mouvement. Tenir des forums de citoyens, expliquer la situation politique, pourquoi, de véritables débats. Ben écoute, on n'est pas capable d'avoir de véritables débats à l'Assemblée nationale. Comment tu veux que les gens savent débattre? Non, mais on a un grave problème politique au Québec. C'est fou, là. Non, mais tu trouves-tu? Je veux dire, moi, je regardais le débat des chefs des dernières élections, là. Écoute, j'ai écrit à Radio-Canada après pour leur dire, c'est pas un débat. Je veux dire, arrêtez de nous faire à croire, là. Tu sais, des gens qui font juste marteler quelque chose, qui s'écoutent pas, qui s'engueulent, puis qui sont juste capables de se reprocher des affaires. Proposez-nous quelque chose, là. Tout le monde dit, oui, on veut la prospérité. Oui, comment tu vas la faire, la prospérité? Comment? Tu sais, écoute, ça devient absurde. Bon. Mais en tout cas, OK, on va changer de sujet, mais en même temps, on va rester en politique. Ah, d'accord, OK. Bon, on aime le ça. Parti québécois, Pierre-Carl Péladeau, le projet de souveraineté et l'immigration. On en a parlé beaucoup durant la dernière semaine. C'est une grosse affaire. On se rappelle de M. Godin, à l'époque, qui faisait beaucoup... d'inclusif avec les immigrants, qui essayaient de... Et là, parce que le mot nationaliste fait peur à beaucoup d'endroits dans le monde, parce que quand il n'est pas inclusif, le nationaliste, il veut que ce soit juste les personnes, un peu comme, bon, je ne veux pas faire référence aux Ariens, etc., mais... Et là, ça me fait peur, l'espèce de débat, sans être anti-immigration, je sais pas, toi, tu es immigrant en plus. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, moi, c'est la sortie de PKP. Ouais. PKP Péladeau, c'est sa sortie qui m'a un peu mis mal à l'aise. Ça m'a mis mal à l'aise parce que il n'est plus un citoyen comme tout le monde. Ouais. Il est rendu un candidat, un futur Premier ministre. Donc, tout ce qu'il fera comme sortie, faut qu'il fasse très attention, faut qu'il nuance très vite. Puis, il faudrait que ses conseillers soient en alerte pour le préparer sur chaque sujet parce que tout ce qu'il dit va être pris avec des pincettes. Oui, pas rien que ça, c'est que lui, il y a le gros spot médiatique sur lui, là, tu sais. Parce qu'il a sorti quelque chose qui est juste un constat. Oui. C'est comme mais, si... ouais. C'est ce que... Mais tu ne peux pas t'arrêter seulement à un constat. Parce que tu as constaté quelque chose, mais c'est quoi la cause? C'est quoi l'origine? Puis c'est quoi les solutions? Parce qu'il doit être plus en mode... Solution. Solution.
en disant que j'ai constaté un fait. L'immigration est gérée par le gouvernement fédéral. Mais nous, au Québec, c'est la seule province qui gère son immigration. C'est la seule province qui sélectionne ses immigrants. Ce n'est pas le fédéral. Nous, on sélectionne, on regarde, on choisit. C'est Colin Couture. Ben écoute, donc, on a ce pouvoir-là. Mais quand on sélectionne nos immigrants, qu'est-ce qu'on fait pour que le fédéral n'ait plus son emprise? Et c'est là où on commence par travailler. Pour que le fédéral n'ait plus son emprise sur les gens que nous choisissons en fonction de nos critères. C'est le Québec qui a mis ces critères de sélection dans la langue, dans la diplomation, et dans les secteurs d'activité où on veut les avoir. Mais quand on les prend là, on fait quoi avec? On les amène où? Pour que le fédéral, même si après il prête serment, il faudrait que nous on fasse un travail avec les nouveaux arrivants avant que le fédéral ne mette son grappin dessus. D'où les programmes d'intégration que nous avons, les organismes d'intégration que nous avons. Toi, quand tu es arrivé, est-ce que tu as été pris en main par où tu te sentais un peu esselé et puis perdu dans moi, tout quand ça? je suis arrivé, j'ai eu une semaine de formation OK. à Montréal. Donné par le gouvernement du Québec? C'est le gouvernement du Québec. Puis une semaine, non, une semaine, c'est trop. Je pense que c'est en 2 jours, ils nous ont donné, c'est quoi la culture québécoise, au niveau de la langue, le CV, le marché de l'emploi. Ça a été condensé en 2 jours. Ça aurait pu être 45 heures. Là. Ben écoute, en 2 jours, puis alors tout le monde s'en va dans sa maison, puis tu dois faire face au quotidien en tenant compte de ce qu'eux t'ont dit, et puis tu peux les référer. Personne ressource à référer, ben écoute, tu peux toujours le nom de la formatrice. Ouais. Ben ça, c'est le ministère de l'Immigration qui donne cette formation-là. Certains l'ont eu en une semaine, mais moi, je l'ai eu en condensé pendant 2 jours. Après, ben moi, je suis arrivé à Saint-Hyacinthe. C'est à Saint-Hyacinthe que j'ai beaucoup travaillé avec le Carrefour. Nous avons un Carrefour qui m'a accompagné. Un peu comme porte ouverte sur le lac. Un peu, mais même pas porte ouverte sur le lac. C'est comme l'équivalent de migration ici, qui m'a comme un peu suivi. Mais ce que je voulais plus, c'est beaucoup plus par rapport à la rédaction de mon CV. Comment adapter mon CV au marché de l'emploi ici. Point, ça s'arrêtait là. Mais au niveau de la culture, au niveau de l'histoire, comment le Québec est arrivé à demander l'indépendance, à demander la séparation, à demander la souveraineté. Il n'y a personne qui me l'avait dit. Pourquoi on est rendu à demander, à réclamer une souveraineté, une identité, pourquoi on la réclame? Le pourquoi on est rendu là, il faudrait que les gens le comprennent. Ouais. Puis, avant de comprendre, il faudrait que tu les invites. Ben oui, c'est ça. Il faut expliquer. C'est comme dans tout. Là. Il faut faire la pédagogie. Il faut faire la pédagogie parce que les gens sont prêts à embarquer avec le PQ. Les gens sont prêts à embarquer dans ce discours, mais il faut qu'ils soient informés du pourquoi on est rendu. Mais pourquoi on veut le faire? Pourquoi on est rendu à réclamer ça? Ça tient compte des blessures du passé. Et ces blessures-là, il faut que les gens comprennent ces blessures pour pouvoir dire, écoute, je vais t'aider, on va s'entraider pour pouvoir repenser ces blessures que tu as pour en faire un pays, pour en faire un État, pour en faire... Cette démarche-là ne vient pas du fait que c'est le fédéral qui s'occupe de l'immigration. Non, 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 non. Cette démarche-là, c'est beaucoup plus provincial. C'est à la province, ou bien c'est au parti de faire cette démarche-là. Puis, ils vont voir que la plupart des immigrants vont embarquer parce qu'ils veulent le comprendre. Ils veulent juste comprendre. Ah oui, mais tu ne peux pas le savoir si personne ne te l'explique. Ben, si tu ne peux pas savoir si personne ne te le dit. Mais plus tard, moi je l'ai compris, parce que je suis fier de l'avoir appris, parce que je suis allé chercher l'histoire du Québec, du Canada, avant la Confédération et après la Confédération. Donc, je me suis approprié l'histoire du Québec avant la Confédération et après la Confédération. Qu'est-ce que ça fait de moi? Quelqu'un qui comprend mieux les enjeux, qui comprend la problématique, puis qui dit, OK, c'est comme ça que ça a fonctionné. Là, je suis plus à l'aise en discutant. Oui. Je ne me sens pas mal à l'aise en me définissant comme souverainiste, ou bien si je choisis libéral, je vais me sentir très à l'aise parce que j'ai bien compris, je suis bien à l'aise. Puis je peux dire, Alexandre Cloutier, je vais l'accompagner, tel politicien, je vais l'accompagner parce que sa vision m'intéresse. Ouais. Alors PKP a comme sortie, lui il a fait la sortie, mais sans dire la solution pour renverser cette façon de faire du fédéral,
ce n'est pas les immigrants qui sont coupables. Non, mais non, clairement pas. Et toi aujourd'hui, est-ce que tu te sens québécois? Est-ce que tu peux dire... Vraiment québécois, Ouais. 100%. Ouais. Aucun doute, je me sens québécois, je me sens francophone, je me sens québécois. Ça, il n'y a personne qui peut me l'arracher. Puis c'est une identité, quand tu rentres, surtout quand tu viens en région, tu le comprends très vite. Cette différence entre le Québécois, ben, j'espère que je ne vais pas me faire lancer des roches, Non. ou bien quand quelqu'un qui va dans l'Ouest, mais tu vois qu'au Québec, oui, il y a une façon de écoute, on est serré, on se parle, on prend du temps à discuter pour trouver une solution, puis ça fait partie du Québec parce qu'on veut s'entendre. On ne veut pas laisser des sujets non traités, puis qui nous suivent après. Ouais. On prend le temps qu'il faut en famille pour discuter du même sujet. On peut revenir. Ben, ça fait partie de l'identité. Ça c'est la culture. Puis l'idée que, voyons, François Legault a dit, mettons, après tant d'années, il faudrait que les immigrants qui ne sont pas francophones passent un test de français. C'est irréalisable. C'est absurde. Ben, moi, en fait, je trouve ça absurde parce que Non. j'imagine, là, je sais pas, un monsieur de 50, 60 ans qui part avec ses enfants. Puis après 20 ans, je pense qu'il va avoir bien encore de la difficulté parce qu'il doit s'intégrer dans le milieu de travail, etc. Mais ses enfants deviennent des Québécois, ses petits-enfants deviennent des Québécois francophones. Parce qu'il fait comme il ne maîtrise pas le système de l'immigration. Parce que quelqu'un, avant de rentrer ici, doit avoir sa résidence. OK. Puis la résidence, avant de rentrer, l'immigrant a sa résidence. Donc, s'il a sa résidence, tu ne peux plus lui retirer la résidence, à moins de commettre un acte criminel. OK. Donc, ça fait qu'à la base, il rentre avec sa résidence. C'est quoi la raison pour lui retirer sa résidence ou bien le renvoyer? Il n'a pas commis d'acte criminel. Non. Donc, tu veux l'évaluer sur son niveau d'intégration pour le faire sortir. Donc, ça, c'est un peu... C'est impossible. OK? Puis, avant même ça, le certificat de sélection, ça, c'est le Québec qui donne le certificat de sélection. Peu importe l'âge que tu fais au Québec, ça fait 10 ans, tu es citoyen, tu veux t'inscrire dans une université, l'université doit te réclamer ton certificat de sélection. OK. Parce que c'est du domaine provincial, l'éducation. Tu veux faire ta carte soleil à l'hôpital, tu es obligé d'envoyer l'original de ton certificat de sélection pour qu'on valide que c'est le Québec qui t'a choisi. OK. C'est peut-être au niveau du certificat de sélection que le Québec peut chercher à jouer. Mais même ça, si tu le retires son certificat de sélection, tu le prives d'aller dans ton université. Il sera obligé d'aller ailleurs. Donc, pour M. Legault, tu dis, est-ce qu'il connaît très bien le processus d'immigration? Donc, c'est là où tu dis, ou bien il veut juste lancer dans l'arène des discussions pour dire, écoutez, ce n'est pas seulement le PQ qui peut proposer quelque chose. Nous aussi, on veut proposer quelque chose. Mais dans la réalité, quand tu as ton certificat de sélection, ou bien quand tu as la résidence, à moins de commettre un acte criminel, puis c'est le fédéral qui gère, on ne peut pas te retirer. On ne peut pas te l'enlever. Donc, la règle est tellement claire que tu dis, ben, écoute, est-ce qu'il a commis un acte criminel? Non. Bon. C'est ça. Donc, il fallait y penser avant. Ben, donc, il fallait penser avant. C'est ça. C'est pour ça que toute personne qui fait sa demande, ils font une étude, ça prend un casier judiciaire, on vérifie tout, on fait les enquêtes, la personne depuis son pays, on peut vérifier est-ce que c'est un criminel dans son pays. Alors, s'il dit non, qu'il n'est pas un criminel, puis l'immigration découvre plus tard qu'il en était un, il peut y révoquer. Ben, là, ça également, ça donne le droit au fédéral d'aller retirer, de dire non, on te renvoie parce que tu as menti. Sous serment, tu as déclaré que tu n'es pas un criminel, que tu n'as pas un casier judiciaire. Puis nous, on découvre plus tard que tu as un casier judiciaire. C'est pareil pour des gens qui disent « je suis marié », ou bien qui viennent ici se marier, puis on découvre que dans leur passé, ils sont déjà mariés, dans leur pays, ils n'ont pas divorcé. Ouais. Donc, écoute, tu as menti au système, on te met dehors. Oui, c'est ça. Mais évaluer la personne sur sa capacité ou bien son niveau d'intégration pour lui dire « on te retourne », voilà, il faut vraiment une loi béton pour pouvoir appliquer ce que M. Legault est en train de dire. Sinon, ce n'est même pas applicable en aucun cas dans le système. Il n'y a même pas de porte où l'entrée dans le système.
OK. Fait que c'est irréaliste. C'est plus pour un pavé dans la mare pour Oui, à moins... avoir de l'espace médiatique. Ben, peut-être qu'il y a des programmes que le gouvernement provincial mettrait en place en disant, avant d'obtenir telle subvention, telle aide, tel accompagnement, on va évaluer ton niveau d'intégration pour avoir tel service. Mais là aussi, c'est comme si tu prives tes citoyens ou bien de tels droits. Monsieur Legault est dans le champ. Oui, OK. Ben, c'est intéressant de t'entendre. Toi, ça a pris combien de temps? Tu sais, quand tu décides que tu veux immigrer, ça peut prendre combien de temps? Parce que là, justement, le temps que tu remplis le processus, maintenant, c'est encore long. Hein. Moi, quand je l'avais fait, ça m'a pris... le gouvernement fédéral est assez malin. Moi, je suis arrivé avec ma blonde, qui est québécoise. Puis, on a fait le processus. Ça nous a pris 4 ans. Ils n'ont jamais répondu. Puis, ben, écoute, tout ce qu'ils voulaient, c'est qu'on se marie avant. OK. Avant d'immigrer, ma blonde voulait tout faire, mon ex voulait tout faire pour que je vienne faire un petit tour, voir si je peux aimer le Québec avant qu'on enclenche. Et je fais la demande de visa. Puis, l'ambassade a dit non. J'avais mes assurances, j'avais une lettre d'autorisation de sortie du ministère parce que j'étais enseignant au lycée. Mon ministre m'a donné une autorisation de sortie. Mon directeur d'école m'a donné une autorisation de sortie. Mes assurances, mais malgré ça, l'ambassade a dit « Niet, on ne peut pas vous donner le visa de visiteur. Okay. » Puis il a fallu que ma blonde et puis moi, mon ex, on se marie. Puis après, qu'on fasse le processus. Mais depuis, quand ils ont vu qu'on s'est mariés... Ça a été comme sur des roulettes. Ça a pris moins d'1 an. Le fédéral, à l'époque, on payait 1 500 $ au fédéral pour avoir 1 500, 200 au provincial. Mais pour le provincial, ça n'a pas changé. C'est toujours resté 200. Mais le fédéral a diminué. Maintenant, c'est rendu, je pense, 500, bien 600 $. Mais tu fais les analyses. Ouais. Tu fais les analyses, VIH, tuberculose. Si le fédéral découvre que tu as une maladie, la réponse, c'est non. Oui, c'est ça. Donc, c'est le Canada et les États-Unis, c'est les 2 pays au monde où tu fais une batterie d'analyses pour évaluer réellement si... OK, ça ne se fait pas nécessairement ailleurs, ça. Non, c'est les États-Unis puis le Canada. Okay. Seul, il faut que tu présentes un dossier médical. Puis c'est là ils vont évaluer en disant, OK, puis les médecins qui font l'analyse, c'est des médecins désignés par le gouvernement fédéral. Okay. Dans ces pays-là, ils ont des laboratoires qu'eux-mêmes ont visités, ont ciblés, et c'est seulement leurs résultats qu'eux, ils acceptent. Donc, c'est leur propre laboratoire, entre guillemets, identifié, qui sont habitués au processus, qui vont leur transférer les résultats. Okay. Toi, le client, tu y vas, puis ils te font l'analyse. Tout ce qu'ils font, ils te montrent les résultats. Tu signes comme quoi tu reconnais que c'est ton dossier, puis c'est eux qui transfèrent pour que tu ne joues pas dans le document. Si tu veux, ils peuvent te donner une copie. Okay. Mais le résultat, c'est eux qui transfèrent. Mais c'est toi qui payes les analyses. Puis c'est toi qui payes également les frais d'envoi de l'analyse par courrier express. Écoute, ça, pour que ça coûte le plus cher possible. Ben, nous, moi, à l'époque, ça m'a coûté l'équivalent de 200 $ ici. Ouais. 300 $ facile qu'on a payé pour les analyses. Puis après, écoute, ils vont accepter. Mais quand ils acceptent, ils envoient le dossier au Québec pour que le Québec t'accepte également. Ah oui. Si tu veux immigrer au Québec, eux, ils ont étudié le dossier, tu es éligible. Puis au Québec, on regarde Le Québec, c'est là où le Québec veut que tu aies un garant, une personne garante. Si tu es par année, moi, dans mon cas, c'était avec mon ex. Alors, le fait que tu parlais français aussi, ça a dû aider? La langue, la capacité financière de la personne, parce que le Québec ne veut pas accueillir quelqu'un qui va dormir dans la rue. Non. Alors, si tu accueilles quelqu'un, tu supposes lui trouver un toit, puis subvenir à ses besoins assez élémentaires. Le travail, c'est eux, mais il faut que la personne mange. Donc, c'est comme si, et le toit et la bouffe, que tu sois capable de s'occuper. Mais un travailleur qualifié, quelqu'un qui est travailleur qualifié, ce n'est pas le même processus. Travailleur qualifié, lui... Tu parles de quoi, travailleur qualifié? Pardon, un médecin ou... Un médecin, un ingénieur qui veut venir... C'est-à-dire que toi, tu n'es pas qualifié? C'est ça que je suis en train de comprendre? Moi? Oui,
Mais sauf que moi, j'ai été parrainé par... OK. donc, ça a été un circuit beaucoup plus également simplifié. Mais quelqu'un qui veut venir tout seul également, il fait la demande. Mais quand il fait la demande, il doit tenir compte des métiers que le Québec privilégie. OK. Puis, ça te donne des points. Il y a des métiers. Sur le site d'Immigration Québec, il y a des métiers où ils vont te dire, si tu es un ingénieur aéronautique, tu as tel nombre de points. Et maintenant, même, ils ont même inclus un test de français. OK. Quand tu fais le test de français, tu as tel nombre de points. Quand tu as moins de 45 ans, tu as tel nombre de points. Ça, c'est dans la grille de sélection de Québec. OK. Puis tu fais tout le circuit, puis avec le pointage, quand tu finis dans leur grille, là, tu es accepté, puis tu fais la demande, ils te donnent le certificat de sélection. Parce qu'ils voient bien que tu fites dans leur grille. Donc, tu n'as pas le choix. Le Québec a ses critères bien définis, où toute personne qui veut migrer comme professionnel doit valider. Mais dans certains pays comme en France, il y a des séminaires, il y a des rencontres où on explique le marché du travail aux immigrants avant d'arriver. La culture... Ben, moi, j'ai été immigrant en France. Oui. Et puis, c'était particulier parce que je ne veux pas utiliser le mot racisme, mais il y avait une certaine discrimination envers les étrangers. Les étrangers, qui étaient maghrébins, de l'Afrique noire, de l'Afrique de l'Ouest, etc. Mais moi, j'étais québécois, et moi, là, j'avais des sourires, ils prenaient le temps, etc. Puis je voyais comment ils agissaient avec les autres. Puis j'avais vraiment pas le même traitement parce que j'étais québécois. Ça m'avait troublé, ça. Ben, écoute, la France, moi, je suis désolé quand les gens comparent l'immigration en France puis l'immigration au Québec. Je suis désolé, ne comparez jamais les deux pays. Ce n'est pas comparable. Non. Le Québec ou bien le Canada a un processus de sélection de ces immigrants. Mais, et un système d'intégration. Que ce soit parfait ou pas, nos immigrants, on les accueille, puis on les intègre. Il y a le système, le ministère les accueille, puis il y a un processus. Que ce soit parfait ou pas, moi, je peux voter 100% OK. C'est parfait. Mais en France, il n'y a pas un processus de sélection. La France a été un pays colonisateur qui a colonisé combien de pays, tout comme l'Angleterre, ou bien tout comme la Grande-Bretagne, tous les pays francophones au monde, à part la Belgique, à part le Congo, puis Rwanda, Burundi, c'est des pays qui ont été colonisés par la France. Alors, ces pays qui ont été colonisés par la France étaient des sujets français. Le Québec Je pèse. Ben, le Québec également, qui était un sujet britannique. C'était des sujets français. Et rendu à la période des indépendances, il y en a qui avaient gardé leur citoyenneté française. Donc, la France ne voulait pas donner l'indépendance à certains pays, a tout fait pour leur vendre sa nationalité. Je dis vendre en disant, écoutez, vous restez citoyen français ou bien vous voulez être indépendant. Certains ont accepté. Puis tout ce peuple-là, francophone, africain, viennent en France comme citoyens français. Mais quand ils arrivent en France, est-ce qu'il y a une structure d'accueil de ces immigrants? De ces néo-français? Zéro. L'Algérie, c'est le dernier pays à avoir l'indépendance au niveau de la francophonie. Ils ont été obligés de se battre, puis ils ont eu l'indépendance en 1962, pendant que les autres pays africains étaient indépendants. Donc, de 60 à 62, les Algériens sont considérés comme des Français à part entière. Puis quand ils ont eu la guerre de colonisation ou bien d'indépendance, ceux qui étaient avec les Français étaient obligés de suivre la France, puis de se retrouver en France. Mais comment ils ont été accueillis et intégrés en France? Zéro. Bon, alors... Non, écoute, on faisait des... Moi, j'ai vu là, dans les cités, là, on faisait des plans pour être capable de boucher une cité avec 3 tentes. On n'essayait pas de promouvoir... Là, Écoute, Pierre, je passerai 3 heures à exposer le système d'immigration en France, de comment ils sont comme mal pris avec le système. Puis maintenant, ils essaient de colmater les morceaux. Puis au Québec, quand les gens citent ce qui se passe en France, je dis, au fait, fausse route. On n'a pas le même parcours. Hey Raphaël, merci beaucoup. Écoute, on a plein de sujets dont on n'a pas parlé, mais on a dérapé, hein? Non, on a dérapé, mais c'est vachement intéressant de réfléchir là-dessus. Moi, je trouve. Donc, merci, Raphaël, d'avoir été là. Et on se revoit peut-être à la prochaine saison. C'est notre dernière avec toi cette saison, mais nous, on revient la semaine prochaine. Inquiétez-vous pas. Fait que j'espère te revoir l'automne prochain pour une autre édition de Qu'en pensez-vous? Vous, si vous avez des choses à dire sur notre réflexion sur l'immigration, entre autres, qui était très intéressante,
Vous pouvez nous écrire tvldm9@videotron.ca ou sur Facebook, venez aller nous suivre et vous allez avoir plein d'informations, toutes nos émissions directement sur votre page Facebook que vous consultez à toute heure du jour. Donc, merci d'avoir été des nôtres. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Merci. Au revoir. Au Canada en 1950, la plupart des gens rêvaient de fonder une famille, de conduire une Chevrolet peut-être, et d'habiter une jolie maison en banlieue. À l'aurore, les tirs de l'artillerie rompaient le silence. La Corée du Nord, communiste, envahissait la Corée du Sud. Les Nations Unies se portèrent à sa défense, regroupant les forces armées de 16 pays. La guerre était la dernière chose à laquelle pensait la majorité des Canadiens. Pourtant, plus de 26 000 hommes s'engagèrent volontairement. L'armée désire des hommes physiquement et mentalement aptes, célibataires ou mariés, spécialement autant de vétérans que possible de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas la guerre que les Nations Unies font en Corée. C'est une action policière destinée à prévenir la guerre. Les forces de l'ONU repoussèrent les Nord-Coréens de l'autre côté de la frontière. Puis la Chine intervint. Et la guerre empira. Certains n'appellent même pas ça une guerre. Mais bon sang, il y avait près d'1 million de soldats de chaque côté se faisant face. Ce n'est pas une action, ça c'est la guerre. Les Canadiens et leurs alliés livrèrent de sanglantes batailles en terrain montagneux et dans des vallées infestées par la guérilla. Ces combats se terminèrent le plus souvent par des corps à corps. Cela a pris 3 ans et plus de 3 millions de victimes provenant des deux camps avant qu'un cessez-le-feu soit signé. Chaque année, des anciens combattants se rendent sur le sol où leurs camarades sont enterrés. Des cérémonies et des monuments honorent les sacrifices que ces soldats ont consentis pour la liberté de la Corée du Sud. Aujourd'hui, les deux Corées ne sont ni en guerre ni en paix. Il s'agit de la plus longue trêve de toute l'histoire militaire.